Il Centro San Benè di Aosta ospita per la stagione espositiva 2023 estiva una mostra di grande rilievo dedicata a un fotografo mitico che è Robert Capa. La mostra ripercorre interamente l'avventura umana e professionale di colui che è considerato il più grande fotogiornalista del XX secolo. È una mostra che non documenta solo la sua grandissima capacità e il suo sguardo, ma documenta un periodo della storia densissimo di avvenimenti. La guerra di Spagna del 1936 in particolare rappresenta la prima guerra che viene documentata in senso moderno, all'interno della quale vengono mandati dei fotografi professionisti e viene documentata sui giornali dell'epoca. Da quel punto di vista è un periodo estremamente importante e significativo per l'Europa, per il mondo, ma anche per la vita personale di Capa, perché c'è anche la donna che lui ha amato, Gerda Taro, che morirà prematuramente un anno dopo. La mostra nel suo percorso ci illustra un autore straordinario su cui è stato scritto moltissimo, ma questa mostra, grazie alla selezione che è stata fatta di oltre 300 fotografie dagli archivi Magnum, da Gabriel Boré, che è un esperto dal punto di vista della ricostruzione della storia della fotografia, ci dà qualcosa di più, perché ci fa vedere anche lo sguardo umano, empatico, di un uomo che non ha esitato a mettere a repentaglio la sua vita, ma che soprattutto aveva dentro di sé una vitalità straordinaria. Je voudrais vous présenter donc cette exposition qui est consacrée à Robert Capa. C'est un travail qui a un caractère chronologique, c'est-à-dire que l'exposition commence en 1932, ses premières photographies, ses premières commandes, puisqu'il a fait le portrait de Trotsky, qui était une commande de l'agence. Et assez vite, Capa s'est intéressé à la situation des années 30, la situation politique qui était assez complexe, parce qu'il y avait d'un côté la montée du nazisme, en France il y avait le développement du Front populaire, donc déjà l'antagonisme droite-gauche qui était en train de se dessiner en Europe, et puis très vite est arrivé la guerre d'Espagne, qui est en fait le prélude de la Deuxième Guerre mondiale, puisque s'affrontaient déjà là les républicains et de l'autre côté les franquistes appuyés par les nazis, par l'armée d'Hitler. Donc Capa évidemment était lui du côté de la gauche. Il était aussi par ses origines juives et il fuyait l'Est. Il fuyait aussi la montée du pouvoir soviétique qui s'était mise en place. Donc c'est quelqu'un qui fait ce mouvement de l'Est vers l'Ouest. Et la guerre d'Espagne, ça a été effectivement un point de fixation pour le monde politique et le monde intellectuel, le monde littéraire aussi, puisqu'il y a des écrivains comme Hemingway qui sont partis en Espagne. Donc il a fait 10 voyages en Espagne pendant la guerre d'Espagne, 10 reportages qui étaient des reportages de commande qui ont été par la suite ou en même temps publiés par Life, par un magazine français qui s'appelait Regard, parce qu'il ne faut pas oublier que Capa, son travail, c'est un travail qui est fait pour être publié dans les magazines. C'est pour ça que dans cette exposition, on a accordé une place importante aux photographies publiées dans les magazines. On peut voir d'ailleurs certaines images sur les murs et les retrouver dans les pages des magazines
magazines, des grands magazines d'actualité de l'époque. C'était aussi le projet de cette exposition, c'était de montrer la finalité de travail de photographe. C'est pas seulement quelqu'un qui fait des images, c'est quelqu'un qui pense à raconter une histoire dans les pages des journaux. Donc, pardon. Après l'épisode de l'Espagne, où il a perdu sa compagne Gerda Taro, qu'il avait rencontrée à Paris, qui était également une émigrée, et il avait engagé une très belle relation amoureuse avec elle, mais Gerda Taro est morte écrasée par un char en Espagne. Ça a été une très grande douleur pour lui. Peut-être que si elle avait continué de vivre, ils auraient peut-être continué la vie ensemble, même si c'était quelqu'un qui avait du mal à s'engager dans la vie. Mais bon, après cet épisode espagnol, qui a été très important dans sa carrière, parce que ça a fait notamment, c'était l'occasion de montrer, de réaliser la célèbre photo du soldat républicain fauché par une balle, The Falling Soldier, qui a fait beaucoup parler, une image qui a fait beaucoup parler d'elle. Après l'Espagne, il s'est retrouvé en Chine et aux côtés de l'armée chinoise qui défendait le pays contre les envahisseurs, contre le Japon, etc. Donc il a continué, finalement, à chaque étape, il est passé d'un continent à l'autre, toujours préoccupé par, finalement, ces points forts, ces points chauds de l'histoire, de son histoire contemporaine. Et puis, l'exposition se poursuit pour arriver, évidemment, à l'épisode de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans cet épisode, il va accompagner l'armée américaine. Il va suivre en fait l'armée américaine jusqu'à la victoire, jusqu'à l'Allemagne. Et les premiers épisodes de l'engagement de l'armée américaine se sont passés d'abord en Afrique, mais en Italie. Et donc en Sicile et dans l'Italie du Sud. Et dans cette exposition, on a justement une séquence qui est consacrée à cette progression, difficile d'ailleurs, parfois même très dure, la progression de l'armée américaine en Italie pour remonter. Et ensuite, il va à Londres parce qu'il y a ce projet de débarquement en juin 1944 et il va être le premier photographe à poser le pied à Omaha Beach dans des conditions très difficiles, parce que tout le monde sait le courage qu'il fallait pour mettre le pied à terre, ou plutôt dans l'eau, comme ça sur les plages. Et il faut dire une chose intéressante, importante, c'est que Steven Spielberg, quand il a tourné le film Il faut sauver le soldat Ryan, dit qu'il a été absolument inspiré par tout le travail de Robert Capa sur le débarquement et sur tous les combats qui ont suivi le débarquement. Donc Capa continue cette progression. Et il y a un moment difficile pour lui, c'est que l'armée américaine ne veut pas aller libérer Paris, mais lui étant, peut-être c'est la ville à laquelle il est le plus attaché, Paris, donc se détache un moment de la progression de l'armée américaine et il va à Paris et il assiste à la libération de Paris. Et encore une fois, il est toujours au plus près de l'action, au plus près de l'événement, parce que c'était un peu c'était sa marque de fabrique en fait, c'était d'accompagner. D'ailleurs il y a un journaliste, je le disais hier, un journaliste qui s'appelle Jean Lacouture, un journaliste français, qui disait un peu, en plaisantant, mais il disait quand Capa était sur le terrain, on courait tous derrière, mais il allait beaucoup plus vite que les autres. Donc il y a ce goût, mais c'est peut-être pas un goût du risque, mais c'est peut-être dans son esprit, c'était normal de travailler comme ça, mais pour les autres, c'était un risque absolument énorme de tous les instants. Donc il continue cette progression, il va jusqu'après Paris, il retourne accompagner l'armée américaine, et notamment, il y a un épisode extrêmement dur dans cette progression, c'est dans les Ardennes, à Bastogne, où il est aux côtés des soldats américains, et il se retrouve ensuite en Allemagne. Et l'Allemagne est évidemment les images
qu'il fait sont aussi des images d'une Allemagne dévastée par les bombardements, etc. Et alors, ce qu'il faut dire aussi dans le parcours de Capa et dans les préoccupations de Capa, c'est que il filme pas seulement l'action, il filme pas seulement l'événement à chaud comme ça, il s'intéresse aussi à tout ce qui se passe sur les côtés. Et il s'intéresse à ce qu'on pourrait appeler les victimes collatérales et aux soldats qui font une pause, qui sont exténués. Il a un regard humain sur... c'est pas seulement un photographe de guerre, c'est un photographe extrêmement humaniste, sensible. Aussi au monde civil qui est victime, parce que la Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre qui a fait énormément de victimes civiles par rapport à d'autres guerres qui étaient plus, comme la Première Guerre mondiale, c'était une guerre qui engageait plus l'armée. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la première guerre où le monde civil est touché de façon véritablement unique et exceptionnelle. Donc il a conscience de pas seulement faire de la photographie de reportage sur l'événement, mais aussi de sensibiliser l'opinion publique aux victimes, aux conséquences tragiques de la guerre. Et ça, il le fait tout le temps, depuis la guerre d'Espagne jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il y a un épisode qui marque une pause, qu'on suit aussi dans la progression de l'exposition, c'est que il dit avec un certain humour « Je suis un photographe de guerre au chômage ». Quand en 1945, la guerre s'arrête, il cherche des sujets, il se retrouve face à lui-même, il échange avec des écrivains comme Steinbeck, etc. Et il commence à travailler sur un autre rythme, où ce n'est plus l'action, mais c'est plutôt, disons, le documentaire social auquel il se consacre. Il va faire un travail sur l'Est. C'est un des premiers photographes à s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer, avec Steinbeck. Il en fera un livre qu'on montre d'ailleurs dans l'exposition. Et puis il y a le moment où il découvre l'élaboration, la construction de l'État d'Israël. Et évidemment, en tant que juif, c'est un épisode important pour lui, puisque il envisage même un moment, il se dit c'est le pays qui va permettre d'offrir une terre à tout ce monde juif persécuté. Mais finalement, en étant sur place, il fait un travail documentaire très intéressant, mais ça ne le motive pas pour s'installer dans l'État d'Israël. Il repart ensuite. Alors, parce que je pense que c'est quelqu'un qui ne pouvait pas finalement se fixer quelque part. Il était fondamentalement libre, indépendant. Il avait un passeport américain, mais ça ne voulait pas dire qu'il était américain. Il est français de cœur. Même son pays, la Hongrie, il retourne pour faire des images, mais ça ne va pas tellement plus loin que ça. Enfin, il n'y a pas cette espèce de vibration nostalgique d'où je viens. Finalement, c'est quelqu'un qui était toujours dans le devenir, dans l'action, dans la quête. À un moment donné, même, il se remettait en question. Il a pensé que le cinéma, c'était peut-être plus important que la photo allait s'arrêter, etc. Donc, c'est un esprit vraiment très, très particulier. C'est pas seulement une œuvre photographique, c'est aussi un être, un personnage, évidemment un personnage mythique, un personnage romanesque. On pourrait faire des quantités de films sur son parcours, sur son œuvre. Et cette exposition, c'est un peu derrière les images, c'est un peu chercher qui est Robert Capa derrière tout ce travail. Et puis la fin, évidemment, tragique, parce que il ne devait pas aller au Vietnam, mais il était un peu désœuvré, il était au Japon. Et il y a une demande du journal, du magazine Life, qui veut s'intéresser à cette région du monde qui catalyse le rapport, la guerre froide en devenir, et donc il décide d'y aller.
Et malheureusement, cette décision est tragique puisqu'il va perdre la vie là-bas, même si son ami John Morris, qu'on voit dans les entretiens, dans les vidéos, lui dit « mais c'est pas ta guerre, tu n'y vas pas », mais il ne peut pas rester sans agir, sans faire, sans aller auprès de l'histoire. Et voilà, c'est une fin qui est là, la chance l'a abandonné, alors que c'est un grand joueur qui a toujours pris des risques, etc. Mais là, ça a été fatal et la chance l'a abandonné au Vietnam. Alors ça, c'est une séquence. C'est une partie d'une petite série d'images qu'il a faites sur le débarquement. Il était embarqué avec évidemment une commande de magazine Life, et John Morris, le directeur de la photo, lui avait demandé de suivre cet épisode. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il est monté donc dans les péniches de débarquement, il a mis pied à terre, il a fait quelques images, mais c'était tellement tendu, c'était tellement éprouvant qu'il a dû repartir dans l'autre sens, mais en ayant fait quand même un certain nombre de photographies. Et la version officielle, parce que ça a été un peu discuté par des historiens, mais la version officielle, c'est que il a tous les films qu'il avait exposés, il les a donnés au bureau de Life à Londres. Mais malheureusement, il y a eu tragiquement une erreur technique, c'est-à-dire que le laborantin qui était chargé de développer les films et de les mettre à sécher a laissé l'armoire qui sèche les films trop longtemps, et malheureusement il y a eu la plus grande partie des films ont été détruits. Donc il reste quelques images qui sont très, comment dirais-je, détériorées. Elles sont pas d'une qualité technique formidable parce qu'elles ont été abîmées par l'erreur technique du laborantin. Mais ce flou, cette vibration finalement, quand les images sont arrivées au magazine Life à New York, parce que c'est un long parcours, il fallait développer les films, faire les tirages, passer à la censure, etc. Le magazine Life a trouvé que c'était absolument exceptionnel et a publié les quelques clichés qui restaient, et notamment cette image qui a ensuite eu un retentissement intéressant parce qu'on a cherché qui était ce soldat. Et on a fini par le découvrir, qui était d'ailleurs, c'était exceptionnel qu'il soit encore en vie, parce que sur le débarquement, il y a eu une quantité de morts incroyable. Mais du coup, cette image-là, avec l'image du soldat républicain qui est frappé par une balle franquiste, deviennent un peu des photographies, comment dirais-je, non seulement emblématiques de l'œuvre de Capa, mais deviennent aussi un peu le symbole du photojournalisme de la deuxième moitié du XXe siècle. Et c'est dans tous les livres d'histoire, quand on parle de débarquement, on associe à cette série. Ça, c'est un épisode évidemment charnière. Les Allemands sont encore dans la ville, et les derniers soldats allemands sont ce qu'on peut appeler aujourd'hui des snipers, c'est-à-dire qu'ils sont encore postés dans les étages, et les résistants et l'armée française essayent de les repérer pour les neutraliser. Et sur la place de l'Hôtel de Ville, évidemment, la place de l'Hôtel de Ville, c'est un lieu de fraternité, de liberté, où, comme aujourd'hui, quand il y a un événement, on se retrouve à la place de la République à Paris. Voilà. La place de l'Hôtel de Ville, c'est un peu ça. Donc les gens savaient que l'histoire était en marche et que la ville allait devenir libre
très rapidement, mais il restait encore voilà. Et Capa suivait pas à pas, évidemment, dans tous ces lieux, sur les Champs-Élysées, à différents endroits. Il était derrière des soldats, derrière des miliciens. Il suivait aussi les règlements de compte qui commençaient à se passer entre les Parisiens qui se précipitaient sur les Allemands qui étaient faits prisonniers. Évidemment, cette photo est assez intéressante parce que il a le réflexe de ne pas se coucher, de rester presque debout. Alors on ne sait pas exactement comment il était positionné, mais il capte à la fois l'événement, c'est-à-dire la foule qui se protège par elle-même, avec quelques personnages qui désigne dans la photographie le hors-champ, le hors-cadre, qui est la position probable d'un sniper. Et il arrive cette image témoigne du risque qu'il prend par rapport à cette scène, parce qu'il pourrait très bien aussi être une cible dans cet épisode. Donc il y a à la fois cette masse avec des personnages qui sortent de la masse et qui regardent vers la source possible des balles qui viennent frapper la foule, et lui il demeure, il fait son métier, voilà, il fait son métier, et en dépit de tous les risques que ça comporte.